Bonjour mes petits fans de laine, dans ce tuto-ci je vais vous parler du kit tricot que j'ai eu il n'y a pas longtemps. Alors j'ai eu pas mal de retours comme quoi beaucoup d'entre vous en avaient. Certains disent qu'ils viennent du même endroit que moi, donc chez aufildesmailles.fr. Pour d'autres, vous m'avez cité d'autres magasins avec des prix tous différents les uns que les autres. On ne va pas revenir là-dessus. Et je ne vais pas non plus revenir sur les avantages et les inconvénients de ce type de kits parce que tout ça se trouve simplement sur ma page. Aujourd'hui, pour ce petit tuto, le but est de vous expliquer l'utilité de chacun des éléments que j'ai dans ma boîte à moi. Alors, certaines boîtes sont plus fournies, d'autres moins bien fournies. Ça, évidemment, je ne sais pas faire avec toutes les boîtes, vous pensez bien. Je vais donc faire avec la mienne et vous expliquer donc tout ce qui se trouve dans ma boîte à moi, qui se trouve peut-être aussi dans la vôtre. Je vais commencer par les petits ustensiles les plus classiques qu'on connaît le mieux dans le monde du tricot. Pour les débutantes, ça paraît peut-être encore être des choses totalement inconnues. Donc, je vais quand même vous donner un petit mot et vous expliquer un peu comment on les utilise. Je commence avec ici les marqueurs de mailles. J'en ai plusieurs différents, comme vous voyez, de couleurs différentes. Et même dans ceux qui se ressemblent, il y a quand même encore des différences. Hein. Vous voyez, j'ai un petit escargot, un grand escargot. Il y en a un qui est bleu, l'autre qui est mauve. Alors, les marqueurs de mailles, vous allez en trouver plein de différents. Moi, ici, je vous montre ceux de ma boîte. Donc, j'ai trois types différents. Un petit escargot, l'épingle à nourrice en plastique et la petite poire épingle à nourrice aussi en métal. Mais je sais qu'il existe aussi des espèces de chaînettes marqueurs de mailles qui ont du coup d'autres fonctionnalités en plus des marqueurs de mailles classiques. Il en existe, j'en ai, mais qui n'étaient pas avec la boîte, avec des petits chiffres ici à l'intérieur, où le chiffre a justement l'utilité de pouvoir nous rappeler par exemple à quelle maille on est. Donc par exemple, s'il y a un petit 10 à l'intérieur, c'est la 10e maille sur notre aiguille par exemple. C'est pas mal quand on monte les mailles. Ou à quel rang on est, hein, c'est notre 10e rang. Comme ça, quand on a beaucoup de rangs à compter, c'est aussi assez sympa d'avoir ce petit chiffre pour avoir un bon petit rappel. Donc il en existe plein de différents. Il en existe aussi des personnalisés. Moi, je vous parle de ceux qui sont ici. Évidemment, je ne peux pas vous faire un tuto sur tous. Donc, le marqueur de mailles, son utilité, comme son nom l'indique, c'est de marquer les mailles. Quand vous montez vos mailles, par exemple, moi je suis sur un projet ici où j'ai dû monter 230 mailles. Vous pensez bien que pour compter toutes les mailles sur mon aiguille, voilà quoi, c'était bien compliqué. Du coup, ce que je faisais, je prenais un de ces petits marqueurs-ci. J'ai pris ceux en métal, tout simplement parce qu'ils sont plus petits, plus fins. Et donc, je les trouvais plus pratiques pour éviter justement de détendre mon montage de mailles. Par contre, ils sont effectivement plus petits. Et donc, quand on fait un montage de mailles à 2 aiguilles et qu'on a des aiguilles plutôt grosses, ils ne passent pas bien. Donc, je mettais un marqueur de mailles comme ça, toutes les 10 mailles. Et après, il me suffisait simplement soit de compter par 10, soit de compter le nombre de marqueurs que j'avais pour savoir quand est-ce que j'arrivais au nombre de mailles que je devais avoir. C'était assez pratique du coup pour pouvoir m'y retrouver dans mon montage de mailles. À terme, quand j'ai dépassé les 100 mailles, j'ai commencé à mettre un marqueur de mailles après les 100 mailles. J'ai enlevé les premiers marqueurs de mailles que j'avais. Et puis après, j'ai marqué toutes les 10 mailles après les 100 pour arriver jusqu'à 200. J'ai trouvé ça plus facile que d'avoir 50 marqueurs sur mon aiguille. Donc, il peut servir à ça. Mais il peut servir aussi si vous avez un modèle où il vous stipule ou que vous préférez avoir une vue sur l'endroit où se trouve votre début d'emmanchure, par exemple, pour pouvoir avoir des coutures faciles à faire. Une fois que votre emmanchure est marquée, vous n'avez plus besoin de la chercher. Vous pouvez simplement coller l'emmanchure du dos et du devant ensemble et faire votre couture. Pas besoin de chercher là où elle commence. Eh bien, vous pouvez mettre un petit marqueur de maille à l'endroit où l'emmanchure est censée être. De même, si vous faites un modèle avec un point ajouré compliqué, je vais prendre l'exemple de l'étole que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Donc le calque que j'ai fait il y a quelques mois. Simplement, pour pouvoir faire ce calque, comme il y avait des répétitions de points, c'était toujours le même point qui était répété, mais c'était un point ajouré à chaque fois. Et c'était parfois des points plutôt compliqués. Pour pouvoir m'y retrouver, je mettais un marqueur de maille à chaque fois que je terminais mon point. Il suffisait simplement après de venir calculer entre mes deux marqueurs de maille le nombre de mailles que j'avais pour être sûr que je n'en avais pas oublié une, que je n'avais pas oublié de faire un jeté ou oublié une diminution. Donc ça me permettait de me retrouver aussi dans le point.
Donc ça, c'est pour les marqueurs de mailles. Je pense que c'est leur utilité principale, donc de pouvoir marquer les mailles, d'où leur nom. Après, ces petits cônes qui peuvent paraître très bizarres, qui sont aussi possibles à trouver de plusieurs façons différentes. Donc, j'en ai par exemple, moi, qui sont en plastique. J'ai ceux-ci qui sont plutôt en caoutchouc, on dirait. Vous pouvez, si vous n'avez pas de cône, il y a moyen aussi de faire ça avec des bouchons liège, par exemple. Ça se trouve plus beaucoup, mais il y a encore moyen de faire ça avec ça aussi. Le but, c'est simplement d'aller le glisser sur votre aiguille pour empêcher les mailles de sortir de l'aiguille. Donc tout simplement, quand vous avez fini votre projet, si vous avez un projet comme moi où vous avez 230 mailles sur votre aiguille, pour éviter de perdre vos mailles quand vous vous arrêtez, vous venez mettre le petit capuchon sur l'aiguille. Si vous voulez transporter votre projet, si comme moi de nouveau, vous tricotez aussi bien à la maison qu'au travail, et que donc vous transportez vos projets de l'un à l'autre, ça peut être pas mal de pouvoir mettre ces petits bouchons sur l'aiguille pour de 1 ne pas perdre vos mailles, mais de 2 aussi éviter de transpercer votre sac avec votre aiguille. Parce que comme ceci c'est tout mou, ça ne va pas aller transpercer votre sac, tandis que votre aiguille, elle le fera. Je peux vous le dire, j'en ai déjà cassé quelques-uns comme ça. Vous avez 2 tailles différentes, simplement ça dépend des aiguilles que vous avez. Pour des aiguilles plus petite taille, donc ici je pense que c'est plutôt pour des aiguilles jusque 3,5, grand maximum 4. Ceci, et alors ceci au-dessus de 4. Si vous avez vraiment de très grosses aiguilles, alors vous allez peut-être devoir trouver une autre solution parce que je ne suis pas sûre qu'il existe des petits bouchons comme ça pour les aiguilles hors normes, on va dire. Donc passé 10, je pense que les bouchons n'existent plus. Alors, on continue avec les petits ustensiles classiques. L'optimètre ruban, je pense que tout le monde sait comment ça s'utilise. Il vous sera bien utile aussi bien pour vos échantillons que pour votre ouvrage en lui-même. Hein. D'ailleurs, parlant de l'échantillon, j'ai oublié de vous dire, pour l'arrêt de maille, vous pouvez aussi les utiliser pour votre échantillon, pour marquer la première maille où vous devez normalement avoir votre centimètre 0, je vais dire, et puis marquer la deuxième maille où vous êtes censé avoir votre centimètre 10. Du coup, une fois que vous avez fini de tricoter votre échantillon, je rappelle que l'échantillon se fait toujours plus grand que ce qu'il faut, hein. Une fois que vous avez fini de tricoter votre échantillon, il vous suffira de calculer la mesure qu'il y a entre vos 2 arrêts de maille sans avoir besoin de compter. Si votre échantillon est bon, du coup, si entre ces 2 arrêts de maille, vous avez bien vos 10 cm, vous n'allez pas devoir refaire d'échantillon. Si vous n'avez pas 10 cm, là, il va falloir calculer le nombre de mailles que vous avez et refaire un nouvel échantillon, évidemment. Alors, on continue avec le classique, le basique que tout le monde connaît. J'ai nommé les aiguilles à laine. Elles sont très pratiques ici. Moi, dans mon kit ici, j'en ai 2, une en plastique et une en métal. J'utilise plus souvent celle en métal, simplement parce que je préfère. Comme vous voyez, elles ont tous les deux un chat quand même assez grand. Quoique celle en plastique, il est un petit peu plus petit, mais malgré tout quand même relativement grand. Et le bout est arrondi. Donc celle en métal fait un petit peu plus mal que celle en plastique, qui pique pas du tout. Et l'idée, en fait, c'est simplement d'éviter d'abîmer vos ouvrages quand vous faites vos coutures. Si vous ne faites pas vos coutures au crochet, vous allez vite vous rendre compte qu'en utilisant une aiguille de couture classique, ce n'est pas pratique. Premièrement, parce que passer votre laine dans un tout petit chat, c'est très compliqué, pour commencer. Tous les grands chats sur ces aiguilles-ci. Premièrement. Deuxièmement, quand vous allez faire vos coutures avec une aiguille très pointue, vous allez avoir le souci que votre aiguille va se coincer dans votre laine et ça va venir casser votre laine, ça va l'abîmer. Et donc, vous risquez d'avoir une couture qui ne va pas être jolie parce que vous allez avoir des fils qui vont partir partout de par le fait que vous avez abîmé votre laine. De plus, vous avez le risque aussi que vous abîmez la laine au point de la casser. Ce qui fait que vous allez devoir refaire votre ouvrage parce que vous allez perdre vos mailles à cause de ça. Ce serait vraiment bête. Donc, je vous conseille d'utiliser les petites aiguilles à laine. C'est pas ce qui coûte le plus cher dans le matériel de tricot. Et ça se trouve encore assez facilement dans n'importe quelle mercerie si jamais vous n'avez pas ce genre de kit. Mais ceci dit, si vous commencez le tricot, je vous conseille d'acheter un kit comme ça. Vous avez directement tout le nécessaire. Vous n'avez pas besoin de courir après 50 trucs différents pour voir commencer. Donc, ces petites aiguilles qui sont bien utiles. Très facile. Et alors, pour le dernier truc qui est encore bien connu et bien facile, je nomme la paire de ciseaux. Là, je pense que je n'ai pas besoin de donner beaucoup d'explications. Je pense que tout le monde connaît, tout le monde sait comment ça fonctionne. Donc, c'est des ciseaux. Ici, ceux-ci ont une forme particulière, simplement pour qu'ils soient faciles à transporter, faciles à glisser un peu n'importe où. Après, vous pouvez utiliser une paire de ciseaux classiques. Je vous conseille quand même d'utiliser des ciseaux plutôt type couture,
parce que si vous utilisez des ciseaux classiques, vous avez le risque qu'ils ne coupent pas bien votre laine et l'abîment de nouveau. Alors, maintenant, on va arriver aux ustensiles peut-être un petit peu moins connus, c'est-à-dire ceux-ci. Et là, c'est vrai que j'ai eu à plusieurs reprises quelques questions. Je commence par le premier sur lequel je n'ai eu absolument aucune question, qui est celui-ci. Donc ça, c'est simplement un petit ustensile qui sert à défaire les coutures. Ça porte un nom, mais c'est un nom qui m'échappe systématiquement. Donc il sert simplement à, quand on enlève le petit capuchon, à venir glisser la petite pique, la petite aiguille, en dessous de votre couture. Vous tirez et ça coupe votre couture. Ça permet de défaire une couture facilement. Il est plus utilisé en couture qu'en tricot. Enfin, moi, j'ai jamais utilisé au tricot. Mais par contre, j'ai déjà utilisé pour défaire quelques petits trucs en couture. Ça, oui. Voilà. Alors, un autre ustensile qui a été pas mal demandé. Celui-ci, j'ai vraiment eu beaucoup de questions dessus. C'est cette espèce d'énorme épingle à nourrice. Alors, c'est ce qu'on appelle des arrêts de mailles. Ça sert à mettre des mailles en attente. Donc, quand vous faites un ouvrage, si vous faites un pull, par exemple, c'est le meilleur exemple, je pense, que je peux donner. On va vous dire de faire une épaule après l'autre. Donc, vous allez tricoter toute une partie. Vous allez arriver à votre emmanchure. Et puis, ils vont vous parler de l'encolure, où on va vous dire d'arrêter certaines mailles. Donc, vous allez rabattre les mailles du milieu pour l'encolure et vous retrouvez avec deux morceaux sur votre ouvrage. Deux morceaux qui sont séparés vu que les mailles au milieu ont été rabattues. Et on va vous dire de mettre une partie des mailles en attente. Et là, le but, c'est d'utiliser justement ce genre d'aiguille, donc ces arrêts de mailles. Celui-ci est plus petit et plus fin que celui-là est plus épais. Normalement, on essaye d'utiliser l'arrêt de maille en fonction du type d'aiguille qu'on utilise. Donc, si on utilise des grosses aiguilles, on prend un arrêt de maille plus gros que si on utilise des petites aiguilles, on prend l'arrêt de maille plus fin. Maintenant, ça n'a pas énormément d'importance. Vous pouvez très bien, si vous êtes sur un grand ouvrage avec beaucoup de mailles, mais que ce sont des petites aiguilles, vous pouvez très bien utiliser cet arrêt de maille-ci. Tant qu'il passe dans vos mailles, ça ne pose pas spécialement de problème. Donc, on ouvre simplement l'arrêt de maille, comme ceci. On vient glisser les mailles dessus. On le referme et on le laisse pendre derrière l'ouvrage. Vos mailles sont donc en attente. Vous pouvez travailler sur les autres mailles sans que ça vous dérange. De même, si vous avez commencé un ouvrage et que dedans, ils vous disent de laisser carrément une pièce complète sur le côté, ça arrive quand les coutures se font à l'aiguille, donc avec 3 aiguilles. Dans ce cas-là, ça arrive qu'on vous dise de laisser un morceau de côté carrément. Vous pouvez passer toutes vos mailles sur un ou plusieurs arrêts de mailles selon et mettre votre ouvrage sur le côté et pouvoir récupérer vos aiguilles pour pouvoir commencer la deuxième partie de votre ouvrage. Donc celle-ci sert simplement à mettre les arrêts de mailles de côté, les mailles de côté, pardon. Personnellement, je les utilise aussi quand je fais certaines torsades, quand je fais des torsades qui demandent beaucoup de mailles ou des torsades qui sont plus complexes, qui se font avec 3 brins par exemple. J'utilise souvent un arrêt de maille plutôt que ces mailles-ci, ces aiguilles-ci, tout simplement parce que je sais refermer l'aiguille derrière et je risque pas de perdre mes mailles au milieu. C'est juste une préférence pour ma part. Après ça, ces petites aiguilles ici qui ont été quand même pas mal demandées, ce sont des aiguilles à torsade. Là aussi, comme vous voyez, j'ai plusieurs couleurs. Bon, ça se gadget. Mais j'ai aussi plusieurs tailles. J'ai une toute fine, une moyenne et une épaisse. Le but, c'est évidemment d'utiliser l'aiguille selon le type d'aiguille que vous utilisez. Donc, si vous êtes sur un ouvrage avec des aiguilles fines, on va utiliser plutôt celui-ci. Si votre ouvrage utilise des aiguilles plutôt fort épaisses, on va utiliser donc celui-ci. Le but, c'est donc quand vous faites une torsade, on vous dit souvent de mettre les 3 premières mailles à l'arrière ou à l'avant de l'ouvrage pour tricoter les 3 mailles suivantes. Vous allez prendre les 3 premières mailles sur cette aiguille, vous les glissez sur l'aiguille, elles vont venir pendre ici, et vous mettez cette aiguille devant ou derrière l'ouvrage, selon ce qui est demandé, pour pouvoir tricoter les aiguilles suivantes, les mailles suivantes. Après ça, vous reprenez les mailles sur votre aiguille et vous venez les mettre sur l'aiguille normale pour pouvoir les tricoter. Donc ça sert simplement à faire vos torsades. C'est un petit ustensile bien utile. Comme je vous ai dit, vous pouvez utiliser ces aiguilles-là ou utiliser des arrêts de mailles comme ceci. Là aussi bien pour l'arrêt de maille que pour ces aiguilles-ci, vous allez en trouver des différentes. Moi ici, j'en ai 3 en plastique, mais j'en ai, je pense, une centaine dans ma boîte à couture.
qui sont en métal la plupart. Ma grand-mère ne tricotait quasiment qu'avec du métal. Et donc, toutes ces aiguilles étaient en métal. Et j'ai récupéré évidemment tout son matériel. Donc, mes aiguilles, la plupart sont en métal. Mais en métal, vous allez aussi en avoir de tailles différentes selon que vous travaillez sur une laine épaisse ou une laine fine. Après, il nous reste plus que 2 petits ustensiles. Alors, ceci, c'est un passe-lacet. Alors, c'est une petite épingle. Ça ressemble un petit peu à une pince à épiler. C'est le but de pouvoir passer justement vos élastiques dans vos ouvrages ou vos lacets dans vos ouvrages. Donc, quand vous faites par exemple une petite jupe sur laquelle vous allez mettre un cordon à l'intérieur, vous pouvez, si vous avez déjà fermé, je vais dire, l'endroit où va se trouver votre élastique, utilisez ceci. Donc, vous venez glisser votre élastique, le début de l'élastique ici à l'intérieur, avant de venir refermer pour que la pince ici tienne bien votre élastique. Une fois que l'élastique est bien fixé dessus, vous passez cette partie-ci, donc la partie qui est arrondie, à l'intérieur de l'endroit où l'élastique va devoir aller. Et en venant pousser depuis l'extérieur, du coup évidemment parce que vous ne savez pas mettre vos doigts à l'intérieur, depuis l'extérieur, en venant pousser sur cette partie-ci, elle va avancer petit à petit dans la jupe pour pouvoir ressortir de l'autre côté. C'est assez pratique quand vous avez, moi par exemple, ma fille, elle a souvent ça, elle a des petits lacets dans ses pantalons pour pouvoir fermer le pantalon. Et très souvent, quand elle veut le fermer elle-même, elle tire le lacet en dehors. C'est très pratique pour aller remettre le lacet à l'intérieur. Dans le cas où vous avez un fil que vous pouvez plier en deux, vous pouvez le passer jusqu'ici au bout pour venir le faire tenir dans le rond. C'est peut-être pas aussi pratique, mais c'est faisable aussi de le faire tenir dedans. Le but, normalement, à la base, c'est de venir attraper votre élastique ici avec votre pince, venir la fermer bien comme il faut avec le petit rond, et puis passer à l'intérieur donc de l'ouvrage. C'est donc un passe-lacet. Ça, je l'ai découvert. C'est un ustensile que je n'ai quasiment pas utilisé jusqu'ici, pas au tricot en tout cas, parce qu'au tricot, si je veux mettre un lacet dans mon ouvrage, eh ben, je fais la couture après avoir posé le lacet, parce que je trouve ça plus facile du coup que de m'amuser à passer le lacet après. Et enfin, celui-ci, ce petit anneau, je ne connais pas son nom, je pense que c'est une bague de crochet, mais j'en suis pas certaine. C'est un ustensile que je n'utilise pas, ou oui, non, pas du tout en fait. Je pense que son utilité, parce que je n'ai rien trouvé à propos de ceci, que son utilité est de protéger les doigts quand on crochette. Donc on vient le glisser sur le doigt à l'endroit où on va venir pousser régulièrement avec le crochet. Et on vient le glisser à cet endroit-là, de manière à ce que quand on crochette, le crochet vient pousser sur cette bague et non plus sur le doigt, et qu'on évite du coup cette petite déformation que j'ai moi-même sur mon doigt, qu'on évite aussi les douleurs qui sont liées à ça. En dehors de ça, je ne vois pas trop à quoi est-ce que cette petite bague pourrait servir, autre que éventuellement pour pouvoir faire suivre votre fil. Donc, j'ai déjà vu des personnes qui utilisaient des bagues particulières où elles glissaient leur fil, le fil avec lequel elles vont tricoter à l'intérieur de la bague. Elles glissent la bague sur le doigt, pas trop loin sur le doigt, il faut que le fil puisse encore passer. Et puis, elles tricotent en ayant ce fil qui glisse de lui-même. Elles n'ont plus besoin de le tenir et elles ne perdent pas leur fil non plus. Personnellement, moi, j'ai jamais utilisé ça. La façon dont je tricote ne le justifie pas non plus. Donc, si jamais quelqu'un sait à quoi ça sert, c'est avec grand plaisir que je veux bien savoir. Voilà, j'ai fait le tour de ce qu'il y avait dans ma petite boîte à malice, donc dans mon kit de tricot. J'espère que c'était clair, que vous avez bien compris à quoi servait chacun des ustensiles. J'espère que je vous verrai pour mon prochain tuto. En attendant, n'hésitez pas si vous avez encore des questions ou si jamais vous pouvez justement m'éclairer sur certaines choses, comme par exemple cette fameuse bague dont je ne connais pas l'utilité. C'est avec très grand plaisir que je vous lirai. Et j'espère vous voir la prochaine fois. Ciao, ciao!